Les premiers jours, la première sortie mer qu'on fait, c'est un moment qui est assez émouvant. Déjà, on espère tous que ça va bien se passer quand on démarre, quand on se décale du quai la première fois. Je trouve que c'est un moment qui est émouvant parce que tous on a bossé, c'est un travail commun et construire un bateau, ça se fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années. À chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau. Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses bleues by Cinav. Nous sommes dans ce décor en plein air, dans ce podcast qui vous fait découvrir les métiers de la mer. Vous allez le voir dans chaque épisode, on va jeter l'ancre dans un nouveau décor. On sera sur un quai, sur un chantier naval, sur le pont d'un bateau par exemple. Et l'idée c'est de vous faire découvrir ces univers de métiers tournés vers la mer avec des hommes et des femmes passionnés. Il y a plein de métiers à découvrir, je suis sûre qu'il y en a certains que vous ne connaissez pas. Ce sont des bâtisseurs de navires, de sous-marins, d'éoliennes en mer. On a des ouvriers passionnés, des techniciens experts, des ingénieurs, enfin bref, tout un tas de métiers passionnants à découvrir. C'est un podcast qui vous est proposé par Cinav, l'association au service des industriels de la mer, parce que c'est une famille qui recrute. Il y a plus de 10 000 postes à pourvoir chaque année. Donc voilà, faut pas hésiter. L'idée, c'est de créer des vocations. Je suis sûre qu'on va réussir à vous donner quelques idées avec ces épisodes. Alors dans ce premier épisode, on a décidé de s'arrêter dans le chantier naval de Concarneau. On est en Bretagne, on a énormément de chance. Pour ceux qui nous regardent, on a un grand ciel bleu, je suis obligée de plisser des yeux. On va décrire un petit peu ce qu'on voit autour, mais surtout en face de moi, il y a Salomé Bousquet. Bonjour Salomé. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Je suis désolée, j'ai cédé au cliché de la marinière. J'espère que je suis pardonnée. Je pense pas que les marins en portent encore aujourd'hui, mais... Si, pas d'inquiétude. Ok, ça marche. Écoute, on est dans un univers qui est assez incroyable. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'on voit autour ? Il y a un bateau qui est derrière moi. Qu'est-ce qu'on voit ? Ici, on est sur l'aire de carénage de Concarneau. Donc, c'est principalement dédié à la réparation et à l'entretien des bateaux. Donc là, c'est un bateau qui est en train d'être repeint derrière nous. Et puis, de l'autre côté, on ne le voit pas, mais il y a un élément important à Concarneau, c'est l'élévateur. C'est l'ascenseur par lequel on met à l'eau les nouveaux bateaux qu'on a construits dans le chantier qui se trouve de l'autre côté, dans le chantier Piriou. Et ben justement, toi, tu vas nous emmener dans cet univers passionnant de la construction navale. Ça fait près de 15 ans que tu travailles dans ce milieu. Alors, tu as navigué entre plusieurs postes, hein, tu n'as pas toujours été au même poste, mais nous, on va s'intéresser au métier d'architecte naval. C'était un peu ton premier métier, on va dire. Tu travailles pour l'entreprise Piriou qui nous accueille aujourd'hui, qui a déjà livré plus de 600 navires, je crois, si je dis pas de bêtises. Toi, aujourd'hui, tu n'es plus sur le terrain directement. Tu gères une équipe d'architectes navals, tu vas tout nous raconter. Alors il y a quelque chose qui m'a fait rire quand on a préparé l'interview, tu m'as parlé du film Titanic. Moi personnellement la seule chose que j'ai retenue c'est Leonardo DiCaprio, mais toi tu disais que même à l'époque tu avais repéré les défauts du navire. Leonardo aussi, mais oui, enfin... J'ai parlé de cet exemple du Titanic, j'en parle souvent quand on a des collégiens qui viennent et qu'on leur présente notre métier, parce que donc il y a une séquence entre deux plans de Leonardo, on a l'ingénieur qui parle de son bateau et qui explique les cloisons, enfin le cloisonnement étanche. Et pour ceux qui l'ont regardé, qui ont retenu, on parle aussi des embarcations de secours, des canaux de sauvetage. Il n'y en avait pas assez. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant le naufrage du Titanic. Donc voilà, je donne souvent cet exemple parce que c'est peut-être romancé, bon, je leur dis qu'à la suite de ça, il y a eu les réglementations qui est arrivée, réglementation internationale, les sociétés de classification, ça permet d'introduire là-dessus. Et sur toutes les règles de conception qu'on doit appliquer pour construire un bateau qui... a priori qui ne coulera pas. Et est-ce que c'est un peu exagéré de dire que si toi tu avais été là en 1912, le Titanic n'aurait pas coulé ? On n'aurait pas eu ce super film ? Non, je pense que c'est vraiment... oui, c'est exagéré. C'est exagéré. Après, effectivement, donc on a un ensemble de règlements à suivre et les navires à passagers, c'est les bateaux qui sont les plus complexes d'un point de vue de conception, compartimentage, étanchéité, stabilité. Donc maintenant c'est des compartiments étanches, voilà. Ce qui veut dire que si un des compartiments c'était celui de l'avant, je crois pour le Titanic qui prend l'eau, le reste du bateau... Normalement reste au sec. Voilà. Et alors toi, donc la mission d'architecte naval, c'est donc de dessiner les plans et de suivre toute la construction. Comment ça se passe concrètement quand il y a un client qui arrive avec une nouvelle commande ? Est-ce que tu partais d'une page blanche ? On a plusieurs cas de figure. On peut partir d'une page blanche.
nous, en tant qu'architecte en avant-projet, un client arrive avec un besoin et donc on dessine un plan d'ensemble, c'est comme un plan d'architecture ou comme une maison. Et puis on fait une première conception, on travaille on fait des premiers calculs de stabilité, on essaye d'estimer le devis de masse, c'est le plus long, le plus pénible, c'est beaucoup de lignes sous Excel. Du poids, c'est ça ? Oui, mais c'est l'essentiel. Et puis voilà, on peut faire des calculs de performance aussi, de vitesse. Voilà, donc on essaye de tout faire rentrer dans une boîte, de s'assurer qu'on respecte à peu près tous les règlements. Et voilà, et surtout répondre au métier, le métier du bateau. Parce qu'en fait, chaque bateau, il est différent. Enfin, il a son propre métier que l'armateur amène. C'est un remorqueur, c'est un navire à passagers, c'est un tonnier. Et donc voilà, donc il y a des choses qui se retrouvent sur tous les bateaux. Et puis après, il faut à chaque fois découvrir un métier et répondre à ce dernier. Mais du coup, toi, tu as dû devenir un petit peu experte de tous ces métiers pour pouvoir répondre au mieux à une commande. J'imagine, je ne sais pas si tu as fait des bateaux de pêche, on va en parler, mais j'imagine que ce n'est pas forcément les mêmes expertises à chaque fois. Tu apprends à chaque projet ? Ouais, on apprend à chaque projet. Après, on essaye Pour les expertises, on essaye d'avoir... certains architectes vont travailler plus sur des bateaux à passagers, d'autres plus sur la pêche. La pêche, c'est vraiment un métier particulier. Et même au sein de la pêche, entre un chalutier, un tonnier-sonneur, c'est très différent. Bon, concrètement, un bateau, ça doit flotter, ça doit avancer à une certaine vitesse. Et puis, ça doit accueillir un certain nombre de personnes. Ils doivent pouvoir vivre à bord. Donc, c'est une maison qui flotte, qui avance. Voilà. Et donc, toutes ces choses-là, on les retrouve à chaque fois. Après... Quand on fait un métier d'architecte, ça demande, on est bon partout et mauvais dans le détail. Ça demande quand même de connaître beaucoup de choses, de la menuiserie pour pouvoir dessiner correctement des cabines ou une cuisine. On doit même réfléchir à un aménagement de cuisine, mais aussi à de la propulsion, à de l'électricité, quand on réfléchit à des propulsions thermiques, hybrides. Et puis il y a des choses, et puis on doit évidemment s'y connaître dans notre propre métier, qui sont les calculs d'hydrodynamique, les calculs de stabilité. Il faut comprendre aussi toute la partie tuyauterie. Il y a des réseaux à bord. Comme je disais, c'est une maison, donc il y a les réseaux d'eau. Puis bon, il faut alimenter les moteurs. Il y a des réseaux de gadoil, il y a des réseaux d'eau de mer, il y a plein de choix à faire au moment de la conception. Donc il y a beaucoup de choses à connaître, donc plus ou moins près ou plus ou moins loin, je sais pas, mais voilà. Et toi, tu m'as dit que ce que tu préférais dessiner, c'est la carène, donc la coque du bateau, comme celui qu'on voit derrière moi. Pourquoi c'est ça que tu préfères dessiner ? C'est le plus esthétique ou c'est quoi exactement ? Oui, c'est beau, mais je pense que c'est l'aspect objet. Et puis après, c'est assez complexe aussi parce que il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans le dessin d'une carène. Bien sûr, il faut que il faut qu'il y ait suffisamment de volume. Enfin, on se pose beaucoup de questions, mais la partie... Quand on parle de vitesse, on parle de performance. Il y a les réflexions. Il faut qu'elle soit performante. Il ne faut pas qu'elle traîne trop, parce qu'évidemment, plus on traîne, plus on consomme aussi de gasoil. Donc c'est important. Puis parfois, il y a d'autres contraintes qui viennent. Il y a des bateaux, on parle de tenue à la mer, donc c'est le confort en mer. Donc ça aussi, c'est des notions, c'est des contraintes à prendre en compte. Et c'est des calculs qui sont très complexes. Après, l'objet est beau, le dessin, c'est assez beau à faire. Ouais. Mais justement, c'est ce que tu dis, c'est un jeu d'équilibriste incroyable. On part d'un dessin, mais il y a il faut penser à énormément de choses. Tu as un cahier des charges incroyable. Tu parlais du confort. Il y a les choix d'énergie, les sanitaires. Comment tu fais ? Tu t'entoures des personnes, tu t'entoures de toute une équipe justement pour réussir à concevoir tout ça et que tout soit réaliste en fait, parce que tu pars d'un dessin. Moi, je me rappelle par exemple quand j'ai commencé, une des premières choses que je suis allée faire, c'est de voir le responsable de la menuiserie de l'époque et puis de lui demander, parce que j'avais aucune idée, je voulais savoir comment ça se montait une cloison d'aménagement, comment on mettait l'isolation et tout ça, parce que moi je voulais juste savoir sur mon dessin où j'allais positionner mes traits. Il y avait le trait vieux, c'était la coque, puis il y avait le trait rose, c'était la cloison de la cabine. Et je voulais savoir combien de place, combien de distance il fallait que je considère là-dedans. Et donc je suis allée, alors c'était une taille plus petite, mais je suis allée au chantier, j'ai frappé, je me suis présentée, je suis nouvelle chez les architectes et tout, et il m'a déroulé la formation qu'il faisait pour les jeunes menuisiers qui commençaient et qui expliquait tout le montage à bord, voilà. Et ça, c'est ta curiosité personnelle qui te fait frapper à toutes ces portes, ou c'est un peu la base du métier finalement ? Bon, je pense que chaque personne aborde le métier différemment, mais c'est vrai que j'ai toujours apprécié, c'était un choix d'être en chantier. Et du coup, j'ai toujours apprécié d'être à côté d'une construction et de pouvoir voir les bateaux se construire.
Et voilà, donc ouais, j'avais une certaine curiosité, une appétence pour ça, peut-être parfois plus que pour des calculs savants, mais chaque personne l'aborde différemment. Et alors une fois que le bateau est terminé, moi c'est un peu ma partie préférée dans tout ce que tu m'as décrit. Une fois que le bateau a été dessiné, évidemment, il faut le tester. Et donc là, vous construisez une maquette. Et puis vous allez faire des essais dans des espèces de piscines géantes. Est-ce que tu peux me raconter cette étape-là? Oui, alors on le fait pas toujours, mais ah bon oui, ça. Maintenant les calculs deviennent de plus en plus performants, donc il y a plein de bateaux pour lesquels on arrive maintenant par le calcul à valider, on va dire, la puissance moteur à installer pour avancer à une certaine vitesse. Mais ouais, sinon on fait des maquettes à une petite échelle. Petite échelle, ouais. Voilà, ça peut être une maquette de 3-4 mètres de long ou plus, enfin ça dépend, pour un bateau qui en fait 70. Et on les emmène dans des bassins des carènes, ce qu'on appelle donc les grandes piscines, c'est les bassins des carènes. Il y a même des piscines à vagues quand on veut faire des essais sur houle. Et donc vous recréez des conditions de navigation, enfin c'est dingue, et vous recréez des vagues, des situations presque dangereuses pour ces maquettes, c'est ça? Alors les maquettes ça va, elles s'en sortent. On répète des situations et puis c'est comme ça qu'on arrive à estimer. Donc on va vouloir regarder la résistance à l'avancement ou la réponse du bateau sur la houle pour savoir après comment il va se comporter. Et dans ces cas-là, l'architecte qui a travaillé sur le projet en général va au bassin. Et alors là, si ça fonctionne pas, si tu te rends compte qu'avec la maquette, il y a un problème, je sais pas, de stabilité, de poids, qu'est-ce qui se passe? C'est retour à la case dessin on peut reprendre des petites choses? Non, jamais. Tu dois tout recommencer. Non. Alors, pour le coup, pour tout ce qui est question de stabilité, de poids, etc., ça, c'est pas vérifié en bassin, on le vérifie par calcul. Mais oui, ça peut arriver que s'il y a un changement, on peut avoir des ajustements. Ça peut être mettre du lest, du poids dans les fonds, par exemple. Mais oui, les gros ajustements où il faut élargir le bateau, il faut l'allonger, etc., bien sûr, ça arrive, mais ça, on essaye de le faire très en amont. Oui, il peut se passer que suite à un essai, on se rend compte qu'on n'a pas assez de puissance et il faut augmenter la taille des moteurs ou leur régime. Enfin voilà, on doit reprendre. Mais bon, ça nous est pas arrivé encore. Alors, il faut quand même être passionné pour porter ces grands projets. Enfin, on sent ça chez toi, le fait que tu ailles frapper à toutes les portes pour te renseigner sur d'autres métiers qui te concernent peut-être moins. Mais pourtant, toi, ton rêve au départ, c'était pas du tout ça. C'était l'espace. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Ouais, les rêves d'enfance, je suis passée, l'astronomie, après je me suis dit que ce serait peut-être plus la Formule 1 et puis... Rien à voir. Ouais, non, après, et puis finalement c'était, je dirais vers le lycée, j'ai commencé, je voulais plutôt partir vers le monde maritime. J'ai eu envie aussi de partir, d'être plutôt navigante. Et puis finalement, ça s'est dessiné plutôt de la construction navale. D'abord la course au large. Je voulais plutôt aller vers la course au large et j'avais fait des stages ouvriers puis j'avais bossé l'été chez Multiplast à Vannes, qui est un chantier qui construit des bateaux de course au large. Ah oui, tu voulais construire des navires, mais plutôt course au large. Plutôt voilier et course au large. Ouais. Et puis les choses se faisant, les rencontres que j'ai faites m'ont finalement dirigé plutôt vers la construction navale, la tôle. Et j'ai renoué avec l'amour de jeunesse, les machines, les moteurs, et voilà. Je suis plutôt dirigée vers ce secteur. Et alors justement, c'était quoi ta formation pour devenir architecte naval ? Eh bien, donc moi j'ai d'abord commencé, j'ai fait une école d'ingénieur en France, les arts et métiers. Et puis pendant mon cursus aux arts et métiers, je suis partie faire un échange à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et donc dans la section ingénierie navale et offshore. Et là j'ai vraiment appris le métier d'architecte naval et le métier que j'ai pratiqué les premières années de ma carrière. Et donc voilà, c'était une formation qui était passionnante, les profs étaient géniaux, j'ai vraiment beaucoup aimé cette formation. Et c'est comme ça, et donc je devais faire 1 an à l'origine d'équivalence, et au bout d'1 an j'avais vraiment envie de compléter la formation brésilienne, et du coup j'ai demandé 1 année de plus, et voilà, j'ai fait 4 ans de... Ouais, ça m'a énormément plu. Ouais. Est-ce que même dans le chantier, il y a un peu cet esprit marin qu'on a dans les équipages ? Enfin, est-ce qu'il y a cette cohésion dans l'entreprise aussi, même si vous n'êtes pas forcément en mer, quoi ? Oui, et je pense que ce qu'on ressent le plus, c'est quand on est les premiers jours, la première sortie mer qu'on fait, c'est un moment qui est assez émouvant,
parce que on se dit, enfin voilà, on sort, bon déjà on espère tous que ça va bien se passer quand on démarre, quand on se décale du quai la première fois qu'on va passer. Alors là c'est pas filmé, mais le passage entre la ville close et le quai en face est plutôt étroit. Donc voilà, bien sûr on est assisté par des remorqueurs, mais c'est un moment qui est assez émouvant. Et puis souvent les premières sorties mer, on est les équipes, il va y avoir les gens de la conception, mais il va y avoir les équipes de prod, parce que déjà ils font fonctionner le bateau, puis souvent on a des travaux en cours, donc voilà, et donc il y a tous les métiers, les chaudronniers, tuyauteurs, menuisiers, voilà, des gens de l'industrialisation, les gens de la conception générale, les archis, les équipes essais aussi. Maintenant on a une équipe essai quand même, et voilà, je trouve que c'est un moment qui est émouvant parce que tous on a bossé, c'est un travail commun, et construire un bateau, ça se fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Ouais, c'est des projets longs. C'est des projets longs, et donc quand on sort, que ça se passe bien et qu'on a un sentiment de fierté, c'est une fierté commune, quoi. Tous ensemble, on a réussi à accomplir un sacré truc. Donc oui, c'est des moments où ça donne une cohésion assez forte, et en plus du pot de Noël. Le pot de Noël. Traditionnel chez Piriou. Et en tant que femme, comment ça se passe dans l'entreprise, ta place en tant que femme? Est-ce que c'est des métiers, notamment le tien, architecte aval, ce que tu faisais au début de ta carrière, est-ce que ça tend à se féminiser ou parce que je crois que tu m'as dit que vous vous retrouvez parfois dans les toilettes des femmes pour discuter, parce que vous êtes minoritaire, c'est un peu votre lieu de réunion. C'est surtout que maintenant on a des toilettes pour femmes. Ah oui, c'était pas le cas. Quand je suis arrivée, on avait des toilettes mixtes, donc c'était plus compliqué pour pleurer, mais on arrivait toujours à s'en sortir. Mais ouais, on se retrouve, on discute entre collègues. Après, je me suis jamais sentie pas à ma place ou dénigrée parce que j'étais une femme. Enfin, je n'ai pas senti de différence. On n'est pas nombreuses, mais on se soutient. Du coup, il y a de la solidarité. Oui, il y a de la solidarité. Et vu qu'on parle à des jeunes qui peut-être vont se lancer dans ce métier, tu penses que c'est quoi qui pourrait leur donner un déclic pour se tourner vers ce métier? Et en tout cas, qu'est-ce qui peut les intéresser dans ce métier d'architecte naval? C'est un beau métier, évidemment, c'est passionnant, c'est un métier complet, on touche à beaucoup de choses. C'est un métier aussi qu'on peut faire vivre et évoluer, ce que je dis, en fonction de ses préférences. Voilà, on peut être vraiment dans le concept, la conception et tout ça, ou de l'architecture, ou se rapprocher plus du design, ou alors on peut aller très très loin dans la compréhension détaillée du fonctionnement du bateau, voilà, et puis jusqu'au fonctionnement même, à la partie navigante, etc. Parce que quand on discute avec un armateur, qu'on essaye de comprendre son métier, à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau. Donc il faut une vraie curiosité, ouais. Ouais, il faut une curiosité, et puis voilà, c'est un métier qui est large, et puis c'est un métier où on touche à tout. Donc après, si on a envie d'évoluer, de changer, voilà, c'est. Oui, la preuve, toi, t'as évolué plusieurs fois. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais pour la plupart, là, c'est plutôt des profils ingénieurs. Donc derrière, on peut décider aussi de partir vers de la production, de la suite de production, ou alors ingénieur études, aller plus loin dans l'industrialisation. On peut faire chargé d'affaires. Enfin voilà, on peut aussi après évoluer vers d'autres métiers. Oui, la preuve, toi aujourd'hui, t'es plus directement sur le terrain, t'encadres plutôt des architectes, donc t'as pas mal évolué aussi. Et alors, dans les coulisses bleues, on pose toujours une dernière question aux invités pour nous plonger un peu dans ton imagination. Si tu devais fermer les yeux et imaginer le navire de demain, il a peut-être des pouvoirs qui n'existent pas, je ne sais pas. À quoi il ressemblerait ce navire? Ça, je laisserais ça au designer, le côté futuriste, à Olivier. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Mais par contre, moi, ce qui me tiendrait à cœur, c'est comment on gère l'énergie et comment on arrive à se raisonner sur la consommation de l'énergie, parce que c'est ce qu'on a dit, chaque métier, enfin chaque bateau, il n'y a pas le bateau de demain, chaque navire répond à un métier. Par contre, ce qui est commun, c'est la conception qu'on fait, la conception de gasoil par exemple, et puis le bruit aussi, le bruit qu'on fait dans l'eau. Donc un navire qui fait moins de bruit. Ce sera un navire qui est propre. Alors quand on y réfléchit maintenant, ce qui est disponible pratiquement tout le temps en mer, ça reste le vent. Et donc je pense que je ferai d'abord un bateau qui se propulse avec le vent. Et puis ça, c'est pour le faire avancer. Après, il y a toute l'énergie à bord, la vie à bord qu'il
qu'il faut faire fonctionner. Et donc on a toujours besoin d'électricité. Et donc là, une fois qu'on a avancé, une fois qu'on s'est propulsé avec le vent, il reste l'eau. Et donc il y en a qui travaillent là-dessus. On a notre responsable R&D qui bosse là-dessus aussi. C'est donc sur les hydroliennes par exemple, pourquoi pas, pour pouvoir produire l'énergie du bord. Donc voilà, ce serait travailler sur le raisonné, consommer moins, avancer avec le vent, produire de l'énergie avec l'eau. Et puis... c'est déjà pas mal. Et puis voilà, puis après, pas un peu moins de bruit quand même, parce qu'on les dérange, nos petits poissons. Donc, ouais. Merci beaucoup Salomé, en tout cas j'espère que ça aura donné envie à ceux qui nous regardent de pourquoi pas se lancer dans des études pour faire ce métier. Merci beaucoup, sachez que encore une fois c'est une industrie qui recrute, donc foncez. Merci Salomé. C'était Les Coulisses Bleues, un podcast de CINAV, l'association au service des industriels de la mer. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute ou en vidéo sur YouTube. Merci beaucoup, à bientôt.